Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre Unipop Art, Littérature et Cinéma. Alors ce soir, on va vous plonger dans un monde enivrant, sulfureux, qui vibre au rythme du swing, au milieu des vapeurs d'alcool, puisqu'on va explorer donc les liens entre l'histoire du jazz et celle de la mafia. Et on va le faire en compagnie d'un invité que je pense vous êtes aussi heureux de retrouver que moi. C'est la 3e fois qu'on l'accueille à l'Unipop et qui nous fait l'amitié de venir partager ses connaissances et sa passion. Je suis ravie d'accueillir Steven Gézot-Vanier. Merci. Alors Steven, je pense que beaucoup de nos spectateurs te connaissent, mais je rappelais que tu es notamment l'auteur d'un grand nombre de livres qui sont parus aux belles éditions Le Mot et le Reste, des livres sur la culture populaire, sur la musique principalement, le rock, le jazz. On t'avait reçu il y a 2 ans pour le magnifique livre sur Ella Fitzgerald, et puis l'année dernière pour ton non moins formidable portrait de Frank Sinatra. Donc tu connais parfaitement ce monde du jazz. Je ne dirais pas que tu es aussi familier des milieux mafieux, je ne sais pas. Et en tout cas, tu les as étudiés de près pour les besoins d'un livre que tu es en train d'écrire. Donc voilà, je le précise, il est en cours d'écriture, donc il n'y aura pas de signature ce soir. Mais on va évidemment suivre avec attention la parution à venir. Et puis je te remercie en tout cas infiniment d'avoir proposé quand même de venir partager le résultat de tes recherches, de tes réflexions pour ce livre avec le public de l'Unipop ce soir. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci à vous. On va s'installer, on va démarrer. Donc, cher Steven, donc pour comprendre ce curieux compagnonnage, cette alliance, cet étrange mécénat qu'on va décrire entre les milieux de la pègre et les jazzmen, on peut commencer par remonter aux racines de ce phénomène que tu situes à la Nouvelle-Orléans. Premier cas exemplaire fondateur d'où tout part en fait et qui peut déjà tout expliquer. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui s'y passe avec la naissance du jazz Alors oui, la Nouvelle-Orléans est le premier théâtre, donc à la fois le berceau du jazz, alors pas berceau proprement dit, ça nous emmènerait bien ailleurs de creuser sur les racines du jazz, etc. Mais en tout cas, c'est le jazz, première musique endémique, incube à la Nouvelle-Orléans, et plus particulièrement dans les bas-fonds de la ville, le quartier français, le Vieux Carré et autres, qui est l'épicentre en fait de la création musicale aux États-Unis à l'aube du XXe siècle, et qui est aussi le cadre de l'apparition de la mafia, essentiellement italo-sicilienne, aux États-Unis, et vont tous deux incuber dans un même secteur, un même quartier. Les premiers musiciens professionnels de jazz sont recrutés dans les bordels, qui sont fameux à la Nouvelle-Orléans. On les appelle donc les pianistes, des professeurs, et ils sont recrutés. Le premier pianiste connu, en tout cas quasi légendaire, qui aurait été recruté dans une maison de passe, est recruté par la comtesse Piazza, alors qu'il n'y a de comtesse que le nom autoproclamé. C'est un établissement de standing interracial qui se situe sur Basing Street, à l'ouverture du Vieux Carré. Et alors c'est drôle parce que ce pianiste qui est recruté là, le premier musicien professionnel à demeure recruté là pour créer de l'ambiance, à la fois attirer les clients et créer l'ambiance, l'atmosphère qui entoure ces activités. Et ben, il s'appelle John de Baptiste, donc Jean le Baptiste, donc c'est quasiment prophétique comme nom. Alors c'est là que le jazz donc va incuber, se former sur les pianos, inspiré du ragtime et autres, et il va se tailler aussi cette réputation, une réputation d'emblée qui est très sulfureuse, qui est associée évidemment aux lieux qui l'abritent, ces maisons de passe, ces clubs et autres, ou les tripots clandestins et tout ça, et aux activités qui l'accompagnent, et puis surtout à la population qui le joue et qui l'écoute. Le jazz grandit dans le quartier pauvre de la ville, je l'ai dit, qui abrite à la fois les minorités afro-américaines, la Nouvelle-Orléans. Alors on est 40 ans après l'esclavage, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, donc c'est encore tout frais, on est à l'aube du XXe siècle. La ségrégation a été imposée durement, validée par la Cour suprême des États-Unis. Donc là on est vraiment sous cette chape, le sud des États-Unis est sous cette chape. Et puis le quartier associe aussi les dernières vagues migratoires, essentiellement juives venues d'Europe de l'Est, fuyant les pogroms aux frontières de la Russie, de l'Empire russe, et
migrants italo-siciliens qui viennent en grande quantité. On le sait peu, on imagine que c'est beaucoup New York qui apporte beaucoup qui accueille ces communautés-là, mais la Nouvelle-Orléans est le deuxième foyer d'accueil des Italiens qui fuient la misère, les instabilités que connaît le pays à cette époque. Et donc, à tel point d'ailleurs qu'on va surnommer le Vieux Carré, va prendre un nouveau surnom de Little Palermo, hein, la petite Palerme. Il y a vraiment ces cartes postales presque caricatures de cordes à linge et tout ça qui rappellent vraiment Palerme. Et donc ce quartier a là, à la Nouvelle-Orléans, une association fondatrice historique entre ces communautés qui vont se reconnaître une espèce de communauté de destin, va participer du coup à ce mariage, à ce parrainage de la pègre et de la musique et du jazz. Parce que ces communautés-là sont victimes d'un même rejet. Je l'ai dit, la ségrégation est très forte. Et puis il y a aussi le nativisme à le vent aux poupes. Le nativisme, c'est quoi? Pour faire très simple, aux États-Unis à l'époque, plus votre famille est blanche de peau et installée de longue date aux États-Unis, plus vous êtes considéré. Donc autant dire que les derniers arrivés italiens au teint méditerranéen sont vraiment pas du tout acceptés. Il faut le savoir, on ne le sait pas, mais le plus grand lynchage aux États-Unis, qui a été un vrai traumatisme pour la Nouvelle-Orléans et le sud des États-Unis, a fait pour victime 11 Italiens qui ont été lynchés en place publique suite au meurtre d'un chef de la police qui s'appelait le chef NC et qui, en mourant, a pointé, donc ses derniers mots étaient de dire les Dagos. Donc les Dagos, on pourrait dire l'équivalent en France de Rital, c'est-à-dire c'est vraiment une appellation infamante qui pointe les Italiens. Et donc là, le maire avait ordonné une rafle, etc. Enfin bref. Et donc il y avait eu un lynchage puisqu'ils avaient été libérés, enfin en tout cas innocentés, ce que la population n'a pas accepté. Alors rejeté. Certains Italiens vont recréer, reformer les réseaux, les sociétés un peu secrètes, interlopes qui étaient créés dans les anciens clans en Sicile, etc., et sur les réseaux de clientélisme, de vassalité et autres. Et donc la mafia ressurgit, la première attestation de la mano nera, la main noire, de la cosa nostra, mafia, tous ces mots-là ressurgissent dans la presse, toute fin 19e, début 20e, à la Nouvelle-Orléans. Donc au même endroit où naît le jazz. Et les clans vont s'organiser en marge, là où on leur laisse une place. Ils vont faire main basse sur le business du divertissement. La Nouvelle-Orléans est de longue tradition la ville du bon temps roulé. C'est la ville du bon temps. Et donc il y a une vraie activité autour de l'ensemble des divertissements, que ce soit le jeu, la boisson, la prostitution et autres. Et la plupart de ces cabarets et autres bordels vont être tenus aux trois quarts par les Italiens et ces sociétés interlopes. On va rester un petit peu à la Nouvelle-Orléans, mais juste ce que tu viens de très très bien décrire entre voilà cette solidarité, ces alliances entre les communautés des migrés, c'est des choses qu'on retrouve à d'autres endroits aux États-Unis, notamment évidemment emblématiquement New York, parce qu'on y reviendra plus tard dans notre voyage, mais peut-être tu peux en dire un mot. Oui, c'est-à-dire que la plupart des minorités, alors c'est pareil, là j'évoque essentiellement les mafias italo-siciliennes, mais ça va être la même chose avec des mafias irlandaises installées précédemment, des mafias juives, etc., et qui vont aussi dans les bas-fonds s'en sortir comme ils peuvent. Il y a beaucoup de quartiers, on le verra avec le parcours de Louis Armstrong, de Frank Sinatra et autres, c'est-à-dire que ces gamins qui grandissent dans ces quartiers-là, il y a deux types de personnages qui ont un peu, je dirais, la classe, entre guillemets, qui ont les filles, qui ont l'argent, qui ont le respect, qui ont les voitures, c'est ou les musiciens ou les gangsters. Donc à chaque fois, ça trace un peu deux issues possibles pour eux, et donc il y a des espèces de modèles comme ça pour eux qui se font. Alors, donc restons à la Nouvelle-Orléans. On va dans ce paysage que tu as décrit, que tu as décrypté, il y a des figures qui émergent. On va peut-être pouvoir commencer à se pencher sur quelques personnages qui vont porter le développement du jazz qui inondera l'Amérique ensuite et qui vont aussi incarner cette proximité avec les milieux interlopes. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux personnages-là ? Alors, deux personnages emblématiques de Storyville. Storyville, qu'est-ce que c'est ? C'est le quartier qui va être créé, parce qu'il y a une épidémie, les puritains ont commencé à pointer la Nouvelle-Orléans comme la nouvelle Sodome, et vite il va falloir combattre, endiguer l'expansion, l'épidémie du vice. Il y a un membre de la ville qui a l'idée, Sidney Story, de créer Storyville, donc d'imiter, en fait, de créer un quartier rouge où on pourrait autoriser la prostitution. Comme prenant exemple sur les grands ports du nord de l'Europe, etc., en disant on va interdire la prostitution partout, sauf à Storyville. Et la
plusieurs figures vont émerger, la plupart des grandes figures pionnières du jazz. Jelly Roll Morton, qu'on voit là, donc qui lui, alors carrément sur la fin de sa vie, osera... Alors lui, c'est un professeur, hein, il est recruté dans les bordels, c'est comme ça qu'il commence sa carrière. C'est un descendant de famille créole française, chassé par sa famille parce qu'il ose faire du jazz, et il va prendre ce nom sulfureux de Jelly Roll Morton. Je vous laisserai enquêter sur les évocations du nom. Et donc il va se former là. Alors lui, c'est pareil, il est à moitié. Voilà, on est sur un monde où ces gens, ils sont de la même trempe. Hein, les gangsters, les musiciens, ils sont nés dans les mêmes quartiers, ils ont le même âge, ils ont tous à peu près la vingtaine à l'époque. Ils évoluent dans les mêmes, voilà, dans les mêmes. Tous ces parcours se confondent. Jelly Roll Morton, il est aussi macro, tricheur, escroc, un peu bandit, va vouloir ouvrir un casino, tout ça. Enfin voilà, c'est ce genre de personnage là. Et puis à côté on a Buddy Bolden, donc alors lui c'est vraiment le pionnier parmi les pionniers, même si Jelly Roll Morton sur la fin de sa vie distribuera des cartes de visite sous-titrées inventeur du jazz. Bon, c'est discutable, mais il a un rôle certain, c'est sûr. Buddy Bolden, lui, c'est vraiment, alors on le voit au cornet au-dessus du guitariste là-haut, c'est vraiment une figure pionnière. On n'a pas grand-chose de lui, je crois qu'on n'a aucun enregistrement connu, mais ça va être le modèle commun à King Joe Oliver, Louis Armstrong et tous les autres. Alors lui, il y a une histoire un peu fameuse. Donc il est à Storyville, il joue sur la scène du Jackson Hole. Et puis il voit dans l'assistance qu'il y a un peu de bazar. Lui, il est connu parce que donc il joue très très fort. C'est une de ses caractéristiques, et il introduit énormément d'improvisation, ce qui va vraiment être l'essence du jazz tel qu'il se développe. Et il voit dans la salle qu'il y a un peu de grabuge. En fait, il y a un gros type qui a marché sur les pieds d'un petit qui manifestement fallait mieux pas lui marcher dessus. Le petit sort un flingue, lui tire dessus, ça finit en fusillade. Et Bolden, le réflexe qu'il a, c'est de se mettre à jouer plus fort pour continuer de capter l'attention du public, détourner. Bon, évidemment, ça n'a pas bien fonctionné. Et quand la police va arriver, eh ben, ils vont arrêter Bolden aussi. Comme si sa musique le rendait complice de ce qui venait de se passer. Et je trouve que cette scène, elle est un peu métaphorique de toute cette histoire et de l'intimité qu'il y a entre ces deux univers et ce même décor commun. Alors il y a un troisième protagoniste qui est déjà essentiel dans cette histoire dont il faut parler. Tu l'as déjà cité, Louis Armstrong. Et ouais, inévitable évidemment, puisque ça va être lui le grand porte-parole du jazz à travers le monde. Mais donc il grandit lui à la Nouvelle-Orléans. Pareil, je l'ai dit, il frôle. Voilà, il est arrêté quand il est jeune parce qu'à une soirée de Nouvel An, il tire avec un flingue et il va se retrouver en espèce de maison de correction où là il apprend le cornet. Alors une famille de voisins juifs qu'il prend sous son aile lui offre un cornet, tout ça. Enfin bref, ça va être du coup plutôt que la voix de la tentation de la pègre. Et il va prendre la voix bienheureuse de la musique et développer le jazz, marchant dans les pas du Buddy Bolden, dont j'ai évoqué brièvement le parcours. Et il est repéré par un autre type, d'ailleurs, un autre musicien qui joue dans les fanfares à Nouvelle-Orléans, vous savez. Alors c'est pareil, le jazz se développe aussi sous l'influence des marches funèbres et des parades carnavalesques, des fanfares qui sont là. On est vraiment dans une musique qui est à la fois le fruit du plaisir, du carnaval et de la mort. On est vraiment dans ces univers-là, et du plaisir, puisqu'on joue aussi dans les maisons de passe et autres. Voilà l'essence du jazz, il faut se l'imaginer comme ça à l'époque. Et il est repéré donc par Black Benny. Black Benny, c'est un type qui joue dans les fanfares, mais c'est aussi un receleur d'armes, tout ça, bon, voilà, le genre de personnage. Et il va repérer Louis Armstrong, lui trouver une place chez Henri Ponce. Henri Ponce est un des caïds de la Nouvelle-Orléans. Il a un club fameux en ville, à Storyville. Henri Ponce, qui est un Français. Et il y a un matin comme ça, donc Ponce discute avec Armstrong de musique, avec un musicien noir. On voit aussi là déjà, on entrevoit ce qu'on va évoquer un peu après, une espèce de protectionnisme, de parrainage qu'il y a sur ce genre de personnage au-dessus des musiciens afro-américains. Et puis Armstrong voit trois types débouler, l'air mal intentionnés, qui vont très vite dégainer des armes. Une fusillade éclate, Armstrong se protège, Ponce sort une arme, réplique, blesse, bref. Et Armstrong raconte ça vraiment comme parmi les actes fondateurs pour lui, où il prend conscience en fait de l'univers hyper violent dans lequel évolue sa musique et les musiciens qui la portent. Et d'ailleurs, les types qui ont attaqué Ponce sont une autre famille, les Matranga, une famille influente de la Nouvelle-Orléans, italo-sicilienne. D'ailleurs, Charles Matranga, le doyen,
estimé être le commanditaire du meurtre du chef de la police que j'évoquais tout à l'heure. Le fils, Henry, détient un club et va recruter à son tour Armstrong, où d'autres fusillades vont éclater. Là, vraiment, la ville et le théâtre, on surnomme ça dans la presse la guerre des dancing. Il y a une vraie émulation là-dessus, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a un vrai business, et les différents clans sont pas encore stabilisés, tout ça. Donc il y a un vrai affrontement autour de tout ça. Et la croisade, en même temps, il y a une croisade moraliste dans le pays qui s'accroît, puisqu'on a bien vu que l'effet de Storyville, en fait, était tout à fait contre-productif. Au lieu d'endiguer le vice, ça a explosé, ça a aidé la mafia, et surtout, bon, ça a fait créer cette effervescence musicale essentielle. Et la pression forte va accroître les descentes de police et puis mener à l'augmentation des contraintes. Donc on va limiter les concerts, l'activité musicale ne pourra pas se faire partout. Les filles, pareil, elles pourront pas travailler là où on sert de l'alcool. Et puis l'alcool aussi, on va l'encadrer, tout ça. Et puis on va imposer une ségrégation plus forte. On va créer un Black Storyville, donc un quartier dans le quartier réservé aux Noirs, parce que surtout pas, faut pas qu'on se mélange, etc. Et puis la pression va amener finalement à la fermeture de Storyville en 1917. Rideau, on ferme, et là les jazzmen vont commencer à regarder ailleurs. Et comme l'illustre le trajet d'Armstrong, ils vont regarder vers le nord. Armstrong, il va quitter la Nouvelle-Orléans pour une ville qui va devenir importante dans le décor dans lequel on se promène ce soir, qui est Chicago. Mais peut-être que tu peux nous expliquer justement pourquoi ce mouvement s'opère vers ces cités du nord des États-Unis. Ce phénomène que tu viens de décrire à la Nouvelle-Orléans, il va se développer vers des villes du nord comme Chicago. Les grandes villes industrielles du Nord et du Midwest, New York bien sûr, Chicago aussi, Kansas City aussi. Là, les musiciens vont commencer à regarder vers ces grandes villes, parce que ces grandes villes hébergent aussi des mafias locales, des systèmes de corruption et autres, tenus tantôt par les Irlandais, tantôt plutôt par les Juifs, tantôt par les Italo-Siciliens. Et tout ça s'organise, et dans ces grandes villes, les caïds comprennent. Ils ont vu l'exemple de Storyville, et ils vont imiter ça en fait, et prendre le contrôle en fait d'une intimité entre réseaux de prostitution, de tripots clandestins, de musique, de boissons, et ils vont commencer à faire venir des groupes de la Nouvelle-Orléans. Alors normalement on a une diapo, voilà. Donc, tu parlais des caïds de Chicago. C'est vrai que Chicago, on l'a tous en tête comme une capitale de la mafia. En tout cas, c'est quelque chose qu'on associe vraiment à cette histoire de la mafia, mais on la connaît peut-être pas si bien que ça. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce paysage mafieux de Chicago? Alors Chicago, donc les musiciens montent, et pour les musiciens comme pour les gangsters, tout est à faire là-bas. Il n'y a pas encore tellement de choses installées. L'un des premiers caïds italo-siciliens, c'est Jim Colosimo, qu'on voit là. Alors lui, il règne essentiellement sur un réseau de prostitution. C'est vraiment là-dessus qu'il a bâti son empire du crime. Colosimo, qui va ensuite avoir son bras droit, qui finira par le tuer d'ailleurs et prendre sa place, Johnny Torrio, qu'on retrouvera après, puisque c'est le mentor de Al Capone, inévitable personnage de notre histoire ce soir. Et lui, Colosimo, parmi son réseau, il va commencer à regarder vers les clubs, à investir là-dedans, dans les cabarets. Et ça va être le premier à faire venir un groupe de la Nouvelle-Orléans, Tom Brown. Alors, au début, c'est des groupes blancs qui sont invités. Et puis, peu à peu, face au succès, des musiciens noirs qui vont arriver. Un groupe emblématique immédiatement avec Tom Brown arrive un groupe essentiel à la fois dans l'histoire du jazz, voilà, et dans l'histoire qu'on évoque ce soir, c'est l'Original Dixieland Jazz Band, qui est qu'on voit en haut à droite. Alors au début, donc on voit le jazz avec 2 Z. Faut savoir qu'au début on n'appelle pas ça, même leur groupe s'appelle pas initialement comme ça. Il s'appelle, comme on le voit par contre sur le label de leur premier disque, il s'appelle bien le Jazz Band avec 2 S. Les musiciens changeront eux-mêmes pour éviter l'analogie et les jeux de mots douteux. Jazz, dont on ne connaît pas d'ailleurs ce terme, on ne connaît pas vraiment son origine. Il y a plusieurs solutions à l'étymologie qui nous ramènent toutes d'ailleurs à la Nouvelle-Orléans. Peut-être le jasmin utilisé par les prostituées, peut-être le fait de jaser du français local. Bon, c'est pas trop, bref. Et cet Original Dixieland Jazz Band va arriver à Chicago, de la Nouvelle-Orléans, emmené par un Italo-Sicilien, Nick LaRocca, pareil, un autre de ces personnages un peu troubles qui navigue un peu entre les deux univers. Le groupe est invité par un caïd de Northside. Alors Northside à Chicago où règnent plutôt les Irlandais, et il est pris d'affection, ce Nick LaRocca, par un certain Michael Collins.
À tel point d'ailleurs qu'un soir, Collins dit à La Rocca, lui dit oh, tu ne vas pas rester habillé comme ça, à Chicago, l'hiver est un peu plus frileux qu'à la Nouvelle-Orléans. Il va lui offrir un manteau, dans ce manteau il y aura un flingue. Nick La Rocca va hériter du surnom de Nick the Gunman. Voilà le genre de personnage. Il fraye aussi avec la petite amie d'un autre caïd, ça va finir en règlement de compte, tout ça. L'original Dixieland a aussi des pratiques un peu douteuses. On sait qu'il y a une battle un jour quand ils vont arriver, puisque le succès va les emmener jusqu'à New York. Il va y avoir une battle avec un autre groupe, et bon, ils n'hésitent pas à crever les pots des percussions adverses, à détruire les instruments. Voilà le genre de pratique, quoi. Et effectivement, à New York, ils vont rencontrer un immense succès, au point qu'ils vont être invités par le label Victor à enregistrer le tout premier disque connu de l'histoire du jazz, qui s'appelle Livery Stable Blues. On est en janvier 1917 et le succès de ce titre va vraiment ouvrir la voie discographique au jazz et vraiment cette musique va pouvoir inonder l'Amérique. Et ben on va passer au premier extrait sonore de cette soirée avec ce titre. Donc Aurélie, tu peux lancer s'il te plaît l'extrait, merci. Alors je disais que Chicago était associée dans nos mentalités à l'histoire de la mafia, mais elle l'est aussi au jazz. C'est une ville qu'on imagine, enfin qu'on perçoit, qu'on se figure comme une place forte du jazz. Alors tu as décrit les premiers groupes qui y arrivaient. Comment l'histoire se poursuit? Eh bien, ces groupes vont dans leur roue arriver tout un tas de musiciens noirs cette fois-ci, des grands noms. Donc Jelly Roll Morton qu'on avait déjà évoqué, qui lui aussi va arriver à Chicago, Sidney Bechet, Freddie Keppard, King Joe Oliver. On a une diapo, pardon, je t'interromps. Ouais. Merci. Alors King Joe Oliver, donc le premier à hériter du titre de King, enfin bref, il le pique à un autre, peu importe. Et son Creole Jazz Band, il va faire venir Louis Armstrong, le jeune Armstrong, du coup qu'on voit beaucoup mieux à droite. Sidney Bechet là-haut, coiffé de son chapeau, plus identifiable et puis un peu plus jeune, à clarinette à la main. Et donc tous ces grands noms vont arriver là et vont profiter, en fait, vont faire effectivement de Chicago la Mecque du jazz, en même temps que la capitale du crime, puisque Colosimo, qu'on a vu tout à l'heure, va créer l'outfit avec son second, Johnny Torrio, je l'ai déjà évoqué. Et parce que Torrio, il a ce sentiment que, il comprend en fait l'intérêt des clubs, il voit qu'il y a vraiment quelque chose là qui est essentiel. Et la pègre devient à ce moment-là, encore une fois, comme elle l'était à la Nouvelle-Orléans, le premier employeur des musiciens, parce qu'il y a une demande en forte augmentation. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Amérique connaît un boom économique phénoménal, les années 20 sont sur le point de s'ouvrir, il y a un enrichissement global, l'industrialisation des grandes cités du Nord qui ont attiré les travailleurs noirs ont lancé un grand phénomène qu'on appelle la grande migration, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de populations afro-américaines qui vont remonter vers le nord, vers ces cités-là, fuyant le poids de la ségrégation du sud et puis la misère aussi qui se répand dans les champs de coton, portés par les espoirs du nord, espoirs qui seront largement déçus, comme ceux qu'ont amené, comme le rêve américain déçu que beaucoup de migrants avaient en tête en fuyant, en traversant l'Atlantique. Et donc cette forte demande attire les musiciens, remplit les clubs, et une forte demande est là, et les clubs explosent, il y en a partout en ville. Donc là, tu commences à décrire une effervescence du monde nocturne, festif, musical. On commence à entrevoir des images qu'on a tous en tête. Tu as parlé des années 20, disons-le, les années folles, donc période faste, voilà, avec cet événement qui va précipiter, accélérer le phénomène, l'épanouissement du phénomène qu'on décrit ce soir, qui va faire les beaux jours de la musique jazz et de son alliance avec le business mafieux. Je pense à la prohibition, évidemment, même si ça paraît paradoxal. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, cette bascule dans l'histoire des États-Unis ? Paradoxe total, puisque un petit peu à l'image de Storyville qui a été créé pour endiguer
un peu cette activité-là. Les ligues anti-saloon qui ont été portées à travers tout le pays, tous les États-Unis. D'ailleurs, petite anecdote, le premier concert du Tom's Brown, donc je disais le premier groupe qui arrive de la Nouvelle-Orléans, il y a une manif devant le club où ils jouent pour dire stop à l'alcool, on arrête tout ça. Et bah, finalement, ces militants-là vont obtenir gain de cause. La prohibition est proclamée aux États-Unis en janvier 1920, mais l'illégalité, alors donc l'amendement dit interdit de produire, vendre, distribuer, importer, exporter de l'alcool, terminer zéro, alors que les clubs étaient en pleine expansion et que ces Roaring Twenties, les années rugissantes, les années 20 rugissantes, comme on les appelle aux États-Unis, étaient sur le point d'éclore. Et en fait, bah, comme le dit Lucky Luciano, qui est un des grands pontes de la mafia new-yorkaise, bah, c'est pas parce qu'on ça va pas couper la soif des gens. Et donc les clubs vont continuer de s'ouvrir. Au contraire, même les vieux saloons qui étaient tenus par les Irlandais, où on y entendait, disent les témoins, des vieilles rengaines qui étaient interdits aux femmes, aux jeunes, etc., sont ruinés, repris en main par du coup les hommes de la mafia qui ont l'argent et qui n'hésitent pas à outrepasser les règles. Et à rouvrir tout ça dans la clandestinité. On parle de speakeasies. Donc les speakeasies, c'est ces clubs où il faut parler bas. Speakeasy, alors on parle bas, évidemment que non. On va plutôt y faire du bruit, etc. Mais la musique va venir y couvrir les bruits d'alcool. Mais c'est surtout qu'il faut passer commande d'alcool discrètement. On y sert de la moonshine, c'est le surnom qu'on donne à l'alcool de contrebande, qui est un business gigantesque sur lequel met la main la pègre. Et finalement, voilà, effet totalement contraire, la prohibition va en fait faire la fortune des réseaux mafieux et à travers eux du jazz. Alors les réseaux mafieux, parlons-en, on a un beau tableau d'honneur là, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les forces en présence, comment elles s'organisent? Alors une belle brochette, alors parmi là, on a ici là, parmi tous ceux qui vont être formés, les grands parrains des familles new-yorkaises, et au centre Arnold Rothstein, qui lui est un parieur et l'un des gros paris qu'il va faire d'ailleurs, ça va être de parier sur ce business de la contrebande, du bootlegging, et il va recruter dans tous les gangs de rue des Five Points et autres gophers, il va recruter les types qu'on voit autour là et qui vont tous s'imposer autour là comme les grands noms de la mafia new-yorkaise dans les années 30, 40, 50 et parfois ceux qui y survivront années 60. Et donc Rothstein fait venir de l'alcool carrément d'Europe et puis les réseaux vont s'organiser essentiellement venus du Canada, ça va très facile du coup d'alimenter tout Chicago. Les réseaux vont s'organiser et donc tous ces types vont fonder deux grandes mafias new-yorkaises, la Kosher Nostra, alors un nom pour la Yiddish Connection, qui est donné plutôt à la mafia juive, notamment incarné ici par Meyer Lansky, qui va être surnommé le comptable de la mafia, le grand financier de la mafia. Et puis la mafia italo-sicilienne, qui va être menée par Lucky Luciano là-haut, le terrible, un proche de Sinatra et tout ça. On évoquera peut-être tout à l'heure. Et puis Lex Diamond là-haut. Voilà, donc une belle galerie qui va prendre en main tout ça, et puis ces Kosher et Cosa Nostra sont au début rivales, et puis vont finir par s'allier, vont même fonder la Murder Incorporated. C'est un programme. Voilà, ouais, un vaste programme, donc un vrai syndicat du crime, comme ils l'appellent. Et dans toutes les grandes villes, on a évoqué Chicago, on a évoqué New York, mais dans toutes ces grandes villes du Midwest, partout où se joue du jazz, il y a des gangsters. Partout il y a des gangsters, il se joue du jazz. L'une des grandes villes aussi, c'est Kansas City, que vous avez pu voir dans le film projeté précédemment, qu'on surnommait à l'époque la ville la plus humide des États-Unis, tellement l'alcool coulait à flot. Au su et vu de tout le monde, puisque il y a sur place ce qu'on appelle la machine Pendergast. Donc Pendergast tient le contrôle du Parti démocrate, etc., la corruption des élus et autres. Bref, ça facilite tout ça. Des témoins disent même, c'est facile, à Kansas City, il suffit d'y aller, demander à n'importe quel flic, il vous dira quelles sont les meilleures adresses. Et donc la pègre, elle va tenir le contrôle de l'intégralité de la chaîne, de la production à la vente d'alcool. Et pour vendre de l'alcool, il faut remplir des clubs. Pour remplir des verres et pour remplir des clubs, il faut de la musique. Et rien de tel que la musique sulfureuse par essence,
le jazz lui-même qui avait déjà fait ses preuves à la Nouvelle-Orléans. Donc on va attirer tous ces clubs-là. Et la musique, les dancing, les théâtres et tout vont faire vraiment partie intégrante du mode de vie de ces Roaring Twenties, et la musique va jouer un rôle essentiel dans les clubs de la pègre, à la fois comme force d'attraction et puis comme couverture aussi. Ça va être idéal pour toutes les autres activités qui sont menées, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'arrêter à la distribution d'alcool de contrebande. Et l'intérêt des musiciens là-dedans? Parce que cet intérêt, tu expliques bien qu'il est commun, qu'il est réciproque. Quelle place ils ont dans ce business? Eh ben eux, tout intérêt pour eux, et surtout les artistes noirs qui étaient condamnés jusque-là à être dans des troupes itinérantes très dangereuses, très exploitées, à devoir suivre les circuits de la récolte du coton pour espérer récolter quelques misères qui tombaient des travailleurs en fin de soirée dans les cabarets. Là, cette fois-ci, ils ont des places à demeure, des scènes dédiées, ils sont plutôt bien traités. Étonnamment, les gangsters les payent bien mieux que leurs précédents employeurs. Il faut imaginer que le moindre pourboire, c'est 100 $ qui vous tombent dans la poche. Imaginez. Et puis, ils sont plutôt étonnamment réglo, ces employeurs gangsters. Ils payent à temps, ils payent en avance, volontiers. Il y en a même certains qui vont couvrir des dépenses de santé, aider les familles des musiciens. Donc ça crée un milieu, un cocon hyper fertile. Ces musiciens ont totale liberté en plus. Vraiment, il y a Meyer Lansky là qu'on a vu tout à l'heure. Il dit voilà, c'est simple, le jazz pour eux, tout le reste pour nous. Donc il y a une vraie liberté. L'idée étant que l'un ne s'occupe pas des affaires de l'autre. Et donc ce cocon, il est hyper fertile pour voir apparaître, il y a une vraie créativité, une innovation. C'est les années où arrivent Count Basie, Lester Young, Benny Moten, des géants du jazz qui ont encore donné un nouveau souffle à cette musique et la faire encore évoluer et mûrir. Et la musique devient tellement attractive d'ailleurs dans les clubs qu'elle est une source de revenus en soi. Il y a même des clubs qui vont arrêter de vendre de l'alcool de contrebande, laisser les clients venir avec leurs propres flasques, louer à prix d'or des verres et des glaçons, et laisser faire les groupes. Et les mafieux, qui ont un réel goût sincère, c'est ce que disent Lionel Hampton, ce que disent Count Basie, tous les témoins, Louis Armstrong, disent tous, reconnaissent qu'en tout cas les grands caïds, et plein de petits gangsters aussi en bas, tous les sbires, avaient un vrai... Vraie admiration. Ouais, une vraie admiration et un vrai goût pour cette musique-là, authentique. Et ils vont comprendre que la musique en soi est un business qui vaut de l'or. Et donc, ils vont aussi grappiller, mettre la tentacule de la pieuvre va aussi prendre possession de la musique. Voilà, les caïds, elles veulent le meilleur et ils vont l'avoir, quels que soient les moyens. Alors, j'imagine que tu vas arriver à un exemple précis. Tu as parlé du goût des mafieux pour le jazz, du fait qu'ils pouvaient utiliser tous les moyens pour avoir ce qu'ils voulaient. L'exemple emblématique, c'est l'anecdote qui est arrivée à Fats Waller. Ouais. Alors, je vais te laisser raconter son histoire. Fats Waller, géant du piano, formé à New York, pareil, un des grands artisans de l'histoire du jazz. Un géant en plein succès, donc il est à New York et il va être de passage à Chicago pour une série de concerts. Et puis à la fin d'un concert, il y a plusieurs types qui lui tombent dessus. Il sent qu'il y a un canon de flingue qui lui est enfoncé dans l'échine, et un type lui dit t'es gentil, maintenant tu vas nous suivre. Ils vont dans une voiture, ils font quelques bornes, ils sortent de Chicago, ils arrivent dans la banlieue à Cicero, et puis là ils s'arrêtent devant une espèce de motel qui s'appelle le Hawthorne Inn. Ils rentrent, ils précipitent à l'intérieur. Alors Fats Waller, il se demande bien ce qui lui arrive, évidemment il a la trouille. C'est assez fréquent qu'on rançonne, qu'on kidnappe des musiciens. On aura peut-être l'occasion d'évoquer d'autres histoires du genre. Et Fats Waller, en fait, on l'installe à un piano. Il y a plein de monde là à l'intérieur. En fait, il y a une fête qui est donnée. Il lui dit tu t'installes et puis tu joues. Et puis il commence à jouer. Fats Waller, peut-être qu'on peut entendre un morceau. Oui, allons-y. Si le deuxième extrait est prêt en cabine, on peut envoyer une séquence Fats Waller au piano. Alors la fête bat son plein. Voilà, Fats Waller prend ses aises et puis il voit arriver une silhouette qu'il reconnaît, qui est en fait l'invité d'honneur de cette fameuse soirée pour laquelle il a été kidnappé. Et c'est Al Capone. Al Capone qui l'a vu 2-3 jours plus tôt, qui l'a adoré, il lui a mis une petite tape dans le dos et mis un petit billet dans la poche. Et ces sbires, du coup, se sont dit tiens, quelle bonne idée d'enlever Fats Waller pour l'anniversaire de Capone. On est en janvier 26 et Capone, en plus, non seulement il fête son anniversaire, mais aussi il prend le contrôle. C'est le moment où il prend le contrôle de l'outfit
donc la grande mafia de Chicago. Jim Colosimo a été liquidé par Torrio. Torrio a été lui-même la cible d'une fusillade. Il a décidé sur son lit d'hôpital de passer la main et il a tout confié à son second, qui est Al Capone. Donc Al Capone qui tient un rôle essentiel dans cette histoire. Lionel Hampton dit que ce type a été le premier employeur, hein, le plus grand bienfaiteur du jazz. Il apprécie les artistes, donc au point de les faire kidnapper. Et il apprécie leur musique, il leur offre du travail. Capone, il a grandi, lui, pour quand même, c'est une figure emblématique, on va revenir quand même 2 minutes sur son parcours. Lui, il est immigré italien, sicilien, arrivé à New York. À New York, il rejoint des bandes de gamins, déjà dans le crime. Il rejoint les Five Pounds, qui est un gang très puissant à New York, qui recrute beaucoup justement dans les jeunes. Il est envoyé à Coney Island, où il est videur de boîte. Il est videur d'une boîte, c'est là d'ailleurs qu'il va recevoir ces fameuses cicatrices qui lui vaudront son surnom de Scarface. Tout ça parce que bon, il fait, je crois, du gringue à une fille, ça plaît pas à un autre, enfin bref. Et puis il va être aussi impliqué dans un meurtre, et c'est comme ça qu'on va l'envoyer un peu au vert à Chicago, retrouver Torrio, et là, Capone prend conscience de l'enjeu que sont les clubs. Il va en contrôler plusieurs pour Torrio dans le South Side à Chicago, et puis ne pas hésiter à prendre le contrôle de gré ou de force sur d'autres clubs. C'est le cas par exemple d'une Sunset Café, qui est l'un des grandes scènes de Chicago. Il envoie des sbires là-bas, les sbires arrivent, vont voir les proprios qui sont Ed Fox et Joe Glazer qu'on retrouvera. Et puis les types disent bon bah voilà, à partir de maintenant 25% de tout ce que tu fais, c'est à nous. Bah bon, non, pourquoi non? Bah si, t'as besoin de protection. Non, j'ai pas besoin de protection. Si, t'as une gentille famille, donc tu as besoin de protection. Et c'est comme ça que Ed Fox passe sous le contrôle de la Pègre, et la Pègre prend le contrôle comme ça de l'essentiel des cabarets, de tout ce genre de lieux, hein, que ce soit de gré ou de force, soit parce que bah, y a pas d'autres investisseurs, donc ils investissent directement, ils prêtent, mais évidemment l'argent prêté n'est pas sans intérêt. D'autres fois, même, c'est des clubs qui se jettent dans les bras d'un autre pour éviter un gang qui fait pression sur eux, qui a des tentatives d'extorsion ou d'intimidation. Bref, le contrôle est pris de toute cette activité. Et la Pègre va aussi rénover ces lieux, hein, en faire des lieux. Voilà, ils vont donner un vrai coup de frais. L'Art déco bat son plein. Le Sunset Café, pour reprendre l'exemple, ferme ses portes pour devenir le Grand Terrace Café, donc qui est quand même la grande scène emblématique de Chicago, où vont passer Louis Armstrong, King Joe Oliver, Cab Calloway, Earl Hines, et tous ceux-là qui vont jouer dans des conditions optimales. On évoquait ce cocon un peu idéal. Hines, à un moment, on lui dit, Ed Fox, qui reste du coup à la barre du Grand Terrace, lui dit, bah tiens, va t'acheter un piano à ta mesure. Alors, va au magasin de musique, donc Earl Hines, donc musicien noir, il rentre dans le plus grand magasin de musique de la ville, et puis il jette son dévolu sur un magnifique piano blanc, puis il dit c'est ça que je veux. Alors évidemment le vendeur le regarde de travers, doutant forcément qu'il ait les moyens d'eux, décroche son téléphone, et Ed Fox lui dit si tu vas l'écouter, puis tu vas lui donner ce qu'il veut. Piano à plusieurs milliers de dollars qui va être installé, fameux sur cette scène. Voilà pour dire un peu le cadre. Alors les clubs, ils sont pas si rentables que ça. On évalue quand même à 5-10% les bénéfices réels pour la Pègre, mais surtout d'autant des bénéfices qui sont minés par les excès des gangsters eux-mêmes, hein, qui sont là comme chez eux, donc ils boivent à l'œil, tout ça, etc. Mais en fait, l'intérêt est totalement ailleurs. Pourquoi la Pègre prend le contrôle de ces clubs? C'est pour cacher, on l'a dit, des activités plus lucratives, que ce soit l'alcool, bientôt la drogue aussi. C'est un moyen aussi pour eux de s'installer, de gagner en notoriété, d'avoir un repère évidemment, et puis de cultiver des réseaux, d'arroser les autorités, policiers, politiciens et autres. Alors tous évidemment sont pas corrompus, hein, certains qui vont mener la bagarre plus fermement. Les gangsters vont hausser le ton aussi. Par exemple, le maire Dewey de Chicago, est renversé par Capone, qui place un de ces espèces d'hommes de paille au point qu'il osera, mais il n'hésite pas à le gifler en place publique. Voilà, c'est dire le poids que tout ça a. Alors, tu as montré là avec l'exemple de Capone et du Grand Terrace Café que la force, elle est évidemment au cœur des méthodes de la mafia
pour installer sa mainmise, pour obtenir tout ce que les gangsters veulent. Mais tu as parlé tout à l'heure de vraie admiration, de générosité, de protection envers les artistes. Bah, on imagine que les relations, elles sont plus complexes, qu'il y a un côté sombre, qu'en tout cas, c'est pas anodin pour des musiciens de vivre dans ce milieu-là, d'évoluer dans ce climat, qu'il y a du risque, de la menace. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se joue exactement dans les relations entre les musiciens et les gangsters? Faut pas imaginer qu'on est dans un espèce de paradis pour jazzmen. Hein. Certes, il y en a certains qui sont protecteurs, bienveillants à leur égard. Certes, ça paye bien, les gros pourboires, à $100 la chanson. Le plus gros pourboire, pour la petite anecdote, c'est Duke Ellington qui va le recevoir au Cotton Club. On reviendra évidemment dessus. Lex Diamond, qu'on a aperçu tout à l'heure, un gangster, adore une chanson Saint Louis Blues, qui est le tout premier hit de l'histoire du blues. Et il demande en fait à Duke de le jouer en boucle, en boucle, en boucle. Duke s'exécute parce qu'il est difficile de tenir tête à un caïd quand on sait qui est le bonhomme. Mais à la fin de la soirée, Lex Diamond lui file un billet de $1000, ça existait à l'époque. Et donc Duke il dit qu'est-ce que je vais faire de ça? Tu iras t'acheter des cigares, mais je sais pas où est-ce qu'on s'achète des cigares à ce prix-là. Et il lui redonne un deuxième billet de $1000, soit $2000 la soirée. Et il dit comme ça tu sauras où en trouver. Difficile de tenir tête. Johnny Dodds. Attends, peut-être que tu as parlé de St. Louis Blues. On peut se faire un petit cadeau. On a trouvé une version de ce morceau emblématique. Ça offre une petite respiration et voilà un petit peu de bonheur pour les oreilles. C'est une version jouée par Armstrong. Alors la vidéo est un peu longue, j'ai pas réussi à couper, mais bon, tu nous arrêtes si tu le souhaites. Ça dure 5 minutes. Il y a Leonard Bernstein à la baguette. Et puis un monsieur au chapeau qui apparaît souvent à l'image, tu diras peut-être après qui c'est. Ouais, c'est Andy, on peut le dire tout de suite. C'est Andy, c'est l'auteur de cette chanson. Donc le père, il est considéré comme le père fondateur du blues. Allez, c'est parti, extrait 3, merci Aurélie. C'est bien, l'extrait nous permet de dire aussi quand même que c'est l'époque aussi où le jazz gagne ses lettres de noblesse. Voilà, il est sorti, ça n'est bientôt plus cette musique sulfureuse, jugée obscène et dangereuse. Des bas-fonds. Elle acquiert ses lettres de noblesse dans ces fameux cabarets rénovés où va venir courir toute l'élite blanche en pleine année folle. Et les grands compositeurs, les grands noms comme Bernstein et autres, qui eux se forment essentiellement à l'ombre des gratte-ciel de New York, fils d'immigrants juifs pour la plupart aussi, pareil, gravitent dans ce cocon et victimes des mêmes préjugés, estiment cette musique. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur les liens. Le goût authentique, il y a vraiment des similitudes autour des gammes mineures, tout ça, des notes bleues et tout qu'on peut retrouver à la fois dans la musique yiddish, dans le bel canto italien, tout ça, et qui peut aussi expliquer cette communauté de goût entre ces communautés rejetées, et qui peut aussi expliquer beaucoup là-dessus. Alors on évoquait, on était sur le destin des musiciens qui peuvent pas tous tenir tête. Jelly Roll Morton, lui, qui avait ce parcours d'indépendant, beaucoup de gangsters lui reprochent d'ailleurs comme ça d'être aussi indépendant et libre. Certains voudront qu'il y ait des contrats qui soient mis sur sa tête, mais les caïds aiment trop sa musique pour accepter. Il aura chaud, il sera quand même poignardé sur scène dans un club un jour, donc ça reste quand même... on est vraiment... faut pas imaginer ce paradis pour musiciens, ça reste un contexte extrêmement dangereux. Il est difficile de renoncer à une chanson. Johnny Dodds, clarinettiste, Capone lui demande une chanson. Alors on dit que Capone aimait beaucoup les chansons sentimentales, pour la petite anecdote. Il paraît que sa chanson préférée c'était Roses of Picardy. Et donc il demande une chanson à Dodds. Dodds sans doute connaît cette chanson, clarinettiste qu'on voit ici en bas à droite. Fameux clarinettiste refuse, alors Capone, qui quand même ose pas trop le ton, déchire un billet de $100, lui colle la moitié dans la poche, garde l'autre moitié et lui dit t'apprendras la leçon comme ça. Et voilà comment ça se passe. Dans ce milieu-là, difficile de tenir tête. Mez-Row, pareil, grand contributeur de l'histoire du jazz. Il commence dans une revue d'un club qui est tenu par Capone aussi.
où il est d'ailleurs un peu comptable aussi, donc voilà, encore une fois cette proximité. Et puis il se trouve que dans sa revue, il y a une fille autour de laquelle tourne un des frères de Capone, parce qu'il n'est pas tout seul, Capone a régné sur son empire, même si c'est lui qui a marqué, et lui qui dirige. Et il n'aime pas du tout ça, donc il dit à Mezzrow, il dit, t'es gentil, mais tu me vires cette fille. Et Mezzrow refuse. Mais voilà, rares sont ceux qui peuvent tenir tête. King Joe Oliver, qui a fait venir Louis Armstrong, géant de la Nouvelle-Orléans, puis figure de proue de la Mecque du jazz de Chicago, va finir par agacer les gangsters parce qu'il fait monter les prix, puis il lâche un engagement pour un autre, etc. Il va finir blacklisté, et à ce point qu'il aura plus d'engagement, il va finir miséreux, quoi. Voilà comment on est puni sévèrement. Un autre exemple tragique est donné par Joey Lewis. Joey Lewis, qu'on voit ici en bas. Un des pères du crooning, une des premières grandes stars de Broadway et de la chanson aux États-Unis, mais vraiment une grande figure de la musique populaire américaine, fameux entertainer, un modèle du genre. Et lui, il évolue sur sa première scène. Son vrai grand tremplin, c'est le Green Mills. Green Mills qui est aux mains de la pègre, comme la plupart des autres. Et puis, il reçoit une offre d'un club concurrent qui se trouve en plus appartenir à un clan rival, et donc il arrive au bout de son engagement, donc il dit au manager de la boîte de Green Mills, il dit bon bah je renouvelle pas, je pars ailleurs. Ah bon, tu nous lâches et tout, etc. Donc ça le prend mal, il est menacé directement à plusieurs reprises, notamment par Machine Gun McGurn, qu'on voit à droite, redoutable tueur qui a des parts dans le Green Mills et qui lui dit fais bien attention à toi. Mais Lewis tient bon, tient tête. Un appel anonyme lui dit ouvre pas ta chambre. Il ouvre, il oublie en pleine nuit, et là il y a des types qui lui tombent dessus, qui le laissent quasi mort, qui vont l'égorger, lui ouvrir la bouche. Enfin bref, il va être sévèrement, il frôle la mort, il trouve la force, on ne sait pas trop comment, de décrocher le téléphone. La réception du coup va monter et le découvrir dans son sang et le sauver. Il continuera d'avoir une grande carrière, plutôt comme comique, puisqu'il retrouvera jamais véritablement sa voix, mais c'est dire à quel point on ne peut pas trahir la pègre. Il y a une espèce de règle tacite, voilà, en échange de la pseudo-liberté dont il bénéficie, la pseudo-protection, de la considération parfois. Les caïds exigent docilité, fidélité. Ils doivent aussi tenir leur distance avec les filles en général, et puis surtout ils doivent tenir leur langue. Ça c'est l'impératif, on est sous la loi de l'omerta qui règne. Difficile de parler alors qu'ils sont aux premières loges, ces musiciens. Earl Hines, quand il reprend la main de l'orchestre au Grand Terrace Café, Capone vient les voir et puis il leur fait une petite mise au point. Et c'est Hines qui raconte ça, plus tard bien sûr, puisqu'il n'osera pas parler avant la fin des années 40. Et il dit que Capone a eu en fait cette métaphore de la sagesse des trois singes. Je ne dois ni entendre, ni voir, et surtout ne rien dire. Et Hines se tiendra à cette règle, même lorsque des détectives, des policiers viennent le voir en lui disant écoute, t'es aux premières loges, là, ils sont tous assis à la table juste devant toi, tu sais forcément des choses, donc parle. Et il dit moi je sais rien, moi dans le bus, je m'assois à côté d'un tas de gens et je sais pas de quoi ils causent. Donc il se défend un peu comme ça. Cab Calloway aussi, Cab Calloway, le fameux Cab Calloway qu'on va retrouver un peu plus tard. Lui il dit, moi, alors lui il fraternise un peu, hein, il aime bien faire la fête aussi avec les gangsters, ils sont nombreux. Fats Waller aussi, hein, qui a sorti quand même, il a fini par sortir de l'anniversaire de Capone après 3 jours consécutifs à jouer sans cesse. Paraît-il les poches pleines de milliers de dollars, ivre. Mais riche d'une amitié prudente avec les types qui étaient là ce soir-là, enfin ces 3 soirs-là. Et donc aux premières loges, ils voient des tas de trucs, les musiciens, mais n'osent pas en causer. Et Cab Calloway, lui, il dit moi je garde mes yeux, mon nez, mes oreilles et ma langue. Et dès qu'il est rappelé à l'ordre, on n'hésite pas à lui tirer les oreilles. En fait, il le dit lui-même, il dit on peut pas si on joue pas là où on lui dit, là où on lui dit de jouer, il est fichu, voire pire. Les langues vont se délier, je l'ai dit à peu près à la fin des années 40. Earl Hines va oser parler. Capone n'est plus là, hein, depuis 31, il a été arrêté, tout ça. Et Earl Hines ose parler, il parle à un rédacteur du magazine Ebony, qui est le premier magazine de la presse afro-américaine aux États-Unis, et puis il s'aperçoit que ce qu'il a dit ressort dans la prochaine édition sous le titre, en plus attribué à son nom, comme s'il avait signé l'article, et titré « Comment les gangsters détiennent le business de la musique ». Donc on est 49, pourtant Hines flippe encore et il chope le rédacteur et lui dit moi je te préviens, si on me cherche des noises, j'ose même plus aller à Chicago, mais si on me cherche des noises, je me pèterai le doigt tellement je vais pointer ton bureau.
pointer la direction de ton bureau. La violence, elle est vraiment forte dans ce contexte. Il y a surtout des règlements de compte entre bandes. Il y a des célèbres établissements qui sont littéralement mis à sac. C'est le cas, par exemple, du Plantation Café, qui ouvre à Harlem, sur Lenox Avenue. Il est financé par Stéphanie Sinclair. Stéphanie Sinclair, c'est... En haut à gauche. Qu'on voit tout en haut à gauche. Alors, un personnage incroyable, une Martiniquaise qui s'impose à la tête des mafias noires à Harlem en prenant le contrôle des loteries clandestines. Et elle investit pour l'ouverture du Plantation Café. Et pour l'ouverture, elle fait venir Cab Calloway. Cab Calloway, le jour venu, au volant de sa Cadillac, descend Lenox Avenue. Et quand il arrive devant l'établissement, en fait, il a été entièrement saccagé. Les mecs sont passés dans la nuit, ont tout détruit. Du coup, il est sans engagement. Le club ne rouvrira pas. Et les types qui ont été envoyés pour tout casser ont été envoyés par un club qui est à quelques pâtés de maison de là, que vous connaissez forcément, et qui s'appelle le Cotton Club. Le Cotton Club, club emblématique de cette ère-là, puisqu'il a été... donc c'est un ancien club qui était fondé par un champion de boxe, qui a été racheté par un consortium de brigands, Arnold Rothstein, qu'on avait déjà vu au début, Honey Madden, dit le tueur, qui gère l'affaire depuis sa cellule en prison de Sing Sing, où il est depuis 9 ans pour meurtre. Il en sort parce que voilà, il a des réseaux de connaissances. Avec lui, d'autres partenaires, Big Frenchy de Mange, le truand Frankie Marlowe et quelques autres. Et donc, ils détiennent ce Cotton Club. Ils ont fait venir... Alors, ils veulent que ce soit, voilà, c'est vraiment le spectacle, le show permanent. C'est vraiment fait pour attirer toute l'élite blanche. C'est un club ségrégué. Sur scène, des amuseurs noirs. Dans le public, la bourgeoisie riche new-yorkaise. La barrière cédera un peu plus tard. Et donc, ils recrutent le meilleur, l'orchestre de Fletcher Anderson d'abord, qui va partir, King Oliver, qui va avoir le tort de dire non, on l'a dit, blacklisté. Et puis, on va repérer un orchestre qui commence à faire parler de lui, celui de Duke Ellington. Une audition est passée, Madden adore, il veut le recruter, mais Ellington dit « Bah oui, mais moi je suis engagé à Philadelphie, je peux pas. » Il décroche son téléphone, il appelle un bootlegger sur place, on fait pression sur le producteur du show en question, pas de problème, Duke Ellington sera là, libre comme il faut. Alors il paraît qu'il s'entendait bien, Madden l'adorait, il le faisait protéger quand il y a eu des menaces des rumeurs de kidnapping qui pesaient sur lui, et en fait il aimait particulièrement venir, il aimait bien venir s'asseoir à côté de lui, il jouait à quatre mains tous les deux, et en fait ça assurait quand même cette protection d'une figure essentielle de la pègre new-yorkaise dans ce fameux Cotton Club. Il lui offrira d'ailleurs à son orchestre une batterie à $3000. Je ne sais pas si on imagine dans les années 20 ce que ça peut valoir. Et voilà, et quand Duke va partir, il se trouve que c'est pile le moment où le Plantation Café a été ravagé, et ça permet du coup au Cotton Club de faire venir le fameux Cab Calloway. Cab Calloway, figure pareil, un personnage rocambolesque, incroyable, qui a franchement marqué l'histoire du jazz, avec un morceau emblématique qu'on peut peut-être écouter. Mais oui, avec plaisir. On va voir Cab Calloway en action. Je suis désolée pour la qualité des images de ce soir, mais bon, c'est pas ça qui compte. Minnie the Moocher par Cab Calloway, c'est parti. Et son orchestre. L'exubérance de Calloway. Ouais, Calloway qui arrivait du coup à faire un lever et chanter. Faut imaginer les fourrures, les dames en fourrure, tout ça. Et ça chantait dans le Cotton Club. Un succès du coup gigantesque. Ça a été l'une des grandes stars du jazz. Du coup débauché comme ça par un coup de force contre le Plantation Café. Il y a un autre Plantation Café qui s'ouvre à Chicago, là entre les mains de Capone, qui va être... plastiqué, une bombe posée alors que le public est à l'intérieur, etc. Voilà, faut imaginer l'enjeu qu'il y a à détenir des musiciens. Alors il faut être ou fou ou inconscient ou vraiment bien préparé pour oser s'en prendre aux intérêts de Capone. C'est sûr, on l'imagine, mais pourtant certains le font, des rivaux. On a une vraie bagarre, et les fusillades sont vraiment fréquentes partout. Il y a un établissement qui est connu pour ça, c'est le Valentino Inn, où il paraît que ça a pétardé en permanence ce soir après soir. Un autre lieu très chaud, c'est le Hotty Totsi
qui est détenu par le Lex Diamond, alors le même qui dansait sur St. Louis Blues au Cotton Club, le même qui était formé par Rothstein et tout. Et lui, il a son propre club, le Hotzi Totsi, qui est le club le plus chaud, réputé le plus chaud de New York, et où là, carrément, on tue des gens en plein concert, et la musique sert à couvrir encore les trucs. En général, il y en a quelqu'un qui fait un signe au chef d'orchestre pour qu'il monte le son, et il y en a un qui se fait dessouder en plein concert. Voilà, voilà l'ambiance. Donc évidemment, le risque est totalement permanent pour les musiciens. Il y en a plein qui se mettent à porter des armes. Dans l'orchestre de Duke Ellington, tous les musiciens sont armés. Ça les sauvera un coup d'ailleurs d'une tentative de racket dans une rue. En tentative de racket, Duke Ellington fait sortir les flingues de tout son orchestre. Voilà dans quel univers on est. Joey Lewis, le pauvre qui a été laissé pour mort, disait, moi à mes débuts, les patrons de boîte nous disaient bonne nuit en nous tirant dessus à coups de flingue. Lanigan, lui, il explique comment un soir de concert, il est là, il joue, puis il voit dans l'assistance, il y a un gangster qui fixe sa contrebasse comme ça, et puis qui se met à pointer, à tirer, à exploser l'instrument. Voilà le risque dingue. Bud Friedman, un jour, il est recruté comme ça dans une boîte, puis il se rend compte qu'elle est vraiment, alors là, complètement, il n'y a pas que des gangsters là-dedans. Et il dit non, mais je crois que je vais pas jouer. Il dit, mais tu sais, personne te fera de mal ici, à moins d'être payé pour. Alors, quand on pense à cette relation de contrôle, d'intimidation, de dépendance que tu as décrite entre les malfrats, voilà, qui tiennent ces clubs et les artistes musiciens, on pense aussi à la drogue, une arme de contrôle qui a fait des ravages parmi les musiciens. Peut-être te laisser nous en parler. Et oui, parce que quand la prohibition va arriver à son terme, les gangsters vont commencer à investir les drogues, et puis ils vont en faire pareil, en fait, faire circuler ça dans leur club, et commencer par piquer les musiciens. Donc la plupart beaucoup de grands noms en tout cas vont tomber sous l'emprise. Mesro, on l'évoquait tout à l'heure, alors lui il va carrément même devenir l'un des grands dealers du milieu musical. C'est le cas de Stan Getz, Thelonious Monk, Miles Davis, Chet Baker, Charlie Parker, Billie Holiday. La liste est longue de grands génies qui ont été sous le contrôle aussi via les drogues. C'est pas pour rien quelque part qu'il y avait des évocations quand on regarde le Plantation Café, le Cotton Club, la plupart des grands cabarets comme ça avaient une décoration qui évoquait les plantations du sud des États-Unis, et donc le racisme et tout l'arrière-plan qui vient avec ce décor-là. C'est pas rien parce que quelque part ces employeurs, caïds et autres gangsters, vraiment reproduisaient le régime des plantations, quoi. Il y avait l'idée vraiment de posséder. Il y a des musiciens qui le disent, qui disent ils m'ont possédé véritablement. Et on voit bien, à travers les quelques exemples qu'on a évoqués, qu'on ne s'en libère pas si facilement de cette emprise. Alors, on va avancer dans notre exploration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe avec la fin de la prohibition, le changement d'air, peut-être la fermeture des clubs tenus par les mafieux? Comment cette influence, cette mainmise de la mafia dans le business de la musique, elle va pouvoir se poursuivre? Alors elle s'étend, alors effectivement la crise de 29 va arriver, le krach boursier, en même temps la fin de la prohibition en 33 je crois, et puis la lutte qui va s'accroître contre la pègre, on l'a dit, Capone arrêté en 31, bon pour évasion fiscale, c'est tout ce qu'ils ont trouvé contre lui, et donc ça va accompagner le changement de paysage musical, l'évolution aussi du show business, au moment même où le jazz acquiert ses lettres de noblesse, entre dans une phase un peu plus commerciale, etc. La pègre se réorganise pour gérer ses affaires, il y a un sommet qui est organisé, bref, entre les pontes dont on avait vu quelques portraits au début de la soirée. Ils vont s'organiser, se partager le pays, et puis chercher de nouveaux territoires. Ils vont investir beaucoup à Cuba, dans les casinos, dans les hôtels, les clubs sur place, et puis ils vont regarder en Californie aussi, Kansas City aussi, et puis la Californie, Las Vegas, évidemment. On va envoyer Bugsy Siegel, on l'avait vu au début, l'envoyer là-bas, mais bon, lui va péter un peu un plomb, tout ça, il va un peu trahir, tout ça, donc on va finir par le tuer. On va envoyer là-bas des musiciens qui sont redevables de la pègre. L'un des grands noms immenses, Frank Sinatra, évidemment.
Oui, on avait parlé l'année dernière des liens. Ouais, des liens étroits, toute sa carrière durant, voilà, depuis son enfance, quand sa mère tenait un bar qui était fréquenté en pleine prohibition par les Willy Moretti et autres caïds du New Jersey. Bon, on va pas revenir sur cette histoire, mais son histoire est intimement liée tout du long jusqu'à la fin de sa carrière. Là, cette fameuse photo avec les caïds de la famille Gambino. Bon, il sera inquiété à plusieurs reprises. Sinatra, ça jalonne vraiment son parcours, mais il faut dire que la mafia a beaucoup fait pour lui et il a beaucoup fait pour la mafia, porter des mallettes d'argent et puis donner son lustre à Vegas, qui n'était pas du tout ça, le Vegas qu'on a tous dans la mémoire collective aujourd'hui. Hein. C'est lui au Sands et dans quelques casinos, le Caesar Palace et tout ça, qui a donné vraiment son image au Vegas qu'on connaît tous. Et puis la pègre, elle investit plus seulement dans les clubs, il y en a quelques-uns qui demeurent, le Birdland par exemple, le Grand Terrace va survivre. Et puis on va investir aussi dans ce qui entoure la musique. On va comprendre qu'il y a un vrai business. On va ouvrir des agences de booking. On va prendre le contrôle un petit peu en tout cas sous influence, l'union des musiciens. On va, c'est-à-dire détenir vraiment. De même que sous la prohibition, la pègre a mis la main sur tout le réseau de la fabrication à la diffusion à la vente d'alcool, on va faire quelque part un peu pareil. Ils vont reproduire ce schéma avec la musique elle-même, prendre le contrôle des musiciens, leur donner les scènes sur lesquelles jouer, financer parfois leurs œuvres, y compris. Fats Weller a joué avec Louis Armstrong dans une fameuse revue fondatrice qui est Out Chocolates, qui était jouée à Broadway et qui était en fait financée dans l'ombre par Rothstein et d'autres. Un autre, Dutch Schultz, va même vouloir absolument imposer une chanson à l'intérieur du truc. Alors les mecs vont pas oser dire non, ils vont quand même intégrer sa chanson qui est un succès. Enfin bref, autre histoire. Et les investissements, donc on va investir sur la musique et ce qui entoure la musique. Meyer Lansky, donc j'avais dit un des grands noms de la cochère Nostra, lui va passer un juteux accord avec Wurlitzer pour détenir le contrôle de la distribution des jukebox, parce que oui, la musique s'accompagne aussi de son évolution. On arrive dans les années 40, 50, le paysage change et ils comprennent qu'il y a beaucoup de cash à se faire avec les jukebox qu'on place dans des clubs, et puis aussi de l'influence par le choix des disques qu'on va mettre à l'intérieur. Et puis si on peut toucher quelques petites commissions pour mettre en avant un disque plutôt qu'un autre, ça va devenir un énorme business très juteux aussi pour la pègre. Des enquêtes sont menées parce qu'autour du business des jukebox, sur lesquels vont mettre la main la plupart des grands caïds, les Tony et Bolly et autres, y a des histoires de meurtres derrière. Et le système judiciaire va enquêter et dire mais comment ça se fait? Il y a un témoin qui dit mais ça fait partie du business. Donc le business des jukebox, oui, il y a des meurtres derrière, de la violence et de l'influence. La mafia comprend aussi qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur les droits des chansons. Alors là, on va aborder un personnage central qui l'est aussi sur cette diapo, Maurice Lévy. Maurice Lévy, alors Tommy et Bolly, donc un des types. Meyer Lansky aussi qui contrôle les distributions de jukebox. Sam Giancana, héritier de l'empire de Capone, très proche de Sinatra, qui est celui qui dans sa jeunesse a passé à tabac le pauvre Joey Lewis, c'était lui. Et puis donc figure centrale de Maurice Lévy, là qu'on a carrément appelé le parrain de la musique américaine. Alors lui, il comprend, il est le patron du Birdland. Birdland, un des clubs, des grands clubs rescapés des grandes fermetures et de la pré-prohibition et tout ça. Et il comprend, un soir, il y a un officiel qui vient le voir et qui lui réclame de l'argent, une redevance. Alors évidemment, lui, il le fout dehors, puisque c'est un proche de la pègre des familles Gambino, sans être vraiment affilié, hein. C'est pas un affranchi, mais il circule vraiment dans cet univers-là. Et puis il va quand même voir son avocat en lui disant c'est quand même bizarre, ce type qui me réclame de l'argent. Il dit oui, c'est normal, il vient réclamer la redevance pour que tu aies le droit de diffuser de la musique dans ton club, il faut que tu payes des maisons d'édition. Ah bon? Ça rapporte de l'argent de faire ça? Aussitôt dit, aussitôt fait. Lévy n'hésite pas à ouvrir sa propre maison d'édition. Il dépose des copyrights de chansons qu'il a évidemment pas écrites, parmi lesquelles l'un des fameux standards du jazz, Lullaby of Birdland, qui avait été écrit pour son club, dont on peut peut-être entendre une version de Sarah Vaughan. Oui, ce sera le dernier extrait. Sarah Vaughan, Lullaby of Birdland. Ça permet aussi de réparer une petite injustice. Il y a 2 ans, on avait parlé de Billie Holiday et Ella Fitzgerald, mais Sarah Vaughan, il est temps de lui rendre hommage aussi. Donc voilà, un dernier petit extrait musical. C'est parti.
Bon, Maurice Lévy, il n'est plus là, hein, il ne touchera pas d'argent parce qu'on a diffusé la chanson. Je risque rien. Alors Lévy, ouais, il n'hésite pas à extorquer les petites maisons de disques. Si quelqu'un vient lui chercher des noises, il les pend par la fenêtre. Voilà le genre de bonhomme. Il fonde sa propre maison de disques aussi, Roulette Records, évidemment, c'est amusant. Il est impliqué dans un gros système aussi qui arrive dans les années 50, qui est révélé, qui va exploser, qui est le système de la payola. Alors la payola, qui fait un scandale, notamment avec le rock'n'roll. Rock'n'roll d'ailleurs, au passage, sur lequel Maurice Lévy tentera de mettre un copyright sur le nom. On lui dira non quand même, faut pas exagérer. Et ce scandale, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on verse des pots de vin à des DJ pour qu'ils intègrent des chansons plutôt que d'autres dans les programmations des radios. C'était très courant. Ça l'est resté. Alan Freed, qui est l'un des grands promoteurs du rock'n'roll, est tombé pour ça, littéralement, devant la justice et sa carrière. Mais pourtant, le système a demeuré, en dépit des lois, etc., a pris une proportion vraiment énorme, où la pègre, d'ailleurs, a pris vraiment sa place. Il faut imaginer que dans les années 70, 80, les géants comme CBS dépensent jusqu'à 10 millions de dollars par an, rien que comme ça, pour verser à des indépendants qui vont aller faire la promotion des disques en utilisant des méthodes qui sont dignes de celles de la pègre, le plus simple étant encore de cacher des billets ou de la drogue dans des pochettes de disques qu'on envoie aux DJ. Dans les années 80, 30% des profits générés par l'industrie de la musique aux États-Unis, vous pouvez imaginer, 30% dans les années 80, sert à ça. Il y a un réseau qui s'appelle le Network, que 5-6 agents qui sont les plus influents. Parmi eux, il y a Joe Hisgrow. Mais si on peut remettre la diapo en cabine. Ouais, Joe Hisgrow, qui est un proche de la famille Gambino, voilà, avec sa tête de méchant en bas à droite, là. Sur toutes les photos, il est comme ça. Vous tapez dans Google, il y a ça. Oui, il a toujours la même tête. Lui, il joue un rôle essentiel là-dedans, hein, avec la famille Gambino. Il touche énormément d'argent de ça. En fait, les types touchent plus encore que les patrons des majors. C'est assez incroyable. Et les majors, donc les grandes maisons, ne peuvent rien contre ce système, hein. Il y a plusieurs reprises, ils vont tenter des boycotts qui vont échouer. Finalement, tout ce joli monde va tomber parce que Maurice Lévy, Hisgrow et d'autres Picello sont avec MCA qu'on n'a pas évoqué, mais pareil, financé par l'argent de la pègre, par Jules Stein, à l'époque de la Prohibition, proche des clubs de Capone, tout ça. Donc on est vraiment dans cette continuité d'histoire. Tout ce joli monde donc va tomber parce que avec le scandale de ce qu'on appelle les cutouts. Les cutouts, vous connaissez peut-être, c'est peut-être ces disques pour les amateurs de vinyle qui sont légèrement coupés. En général, c'est des surplus de maisons de disques qui sont vendus en gros. On a mis quelques petites pépites dedans pour faire monter les prix et voilà, on revend ça, qui sont revendus dans des filières discount. Maurice Lévy investit aussi là-dedans. Il a sa propre chaîne de disquaires discount. Évidemment, il écrème, il copie, pirate, il revend sans verser les droits, tout ça. Bon, voilà. Il se fait énormément d'argent là-dessus. Mais il y a un gros coup qui est fait par MCA, qui dans ses rangs a un certain Picello qui est carrément les deux pieds dans la pègre. Bref, on ne sait pas pourquoi il a aucune compétence en matière musicale, mais c'est lui qui va être chargé de vendre un coup de 60 camions de cut-out, une affaire à $1 million. Maurice Lévy sert d'intermédiaire, prend sa part, écrème le truc. La victime de ce coup qui a versé l'argent est approchée par le FBI, des micros sont posés et tout ce monde va tomber. Voilà. Et donc ça va être la fin, là, dans les années 90, de cette longue histoire qui nous a amené d'un siècle depuis les mêmes filières, les mêmes hommes, les mêmes familles, les mêmes clans qui ont parrainé cette histoire, vont tomber là, les derniers. Lévy va réussir quand même son dernier coup, il va échapper à la prison, bon, du fait d'un cancer, mais il échappe à tout ça. Suite à ces affaires, les lois vont se durcir, il y a des nettoyages internes aussi qui sont faits dans les grandes maisons de disques, et la lutte anticriminalité va entraîner la chute du network au milieu des années 90, et donc refermer cette longue histoire qui nous a prouvé que les plus belles fleurs, comme le jazz, pouvait éclore sur le fumier, comme disait le poète, mais que tout ce qui sort du fumier n'est pas fait de fleurs. Merci beaucoup, Steven.